Bonjour à toutes et à tous. Je vous parle depuis le Grand Avignon, pour de situer un peu géographiquement. Et on va donc parler des porte-greffes et des variétés, sans rentrer, notamment au niveau des variétés, on ne peut pas rentrer dans les détails, parce que ça serait quand même relativement large. Donc, euh, donc vous voyez, c'est un diaporama qui a été préparé par une collégialement au niveau européen. Vous voyez donc les noms des personnes qui ont participé euh, à la réalisation de ce diaporama. On va parler de ça. Donc vous avez les variétés, les porte-greffes, qu'on va parler uniquement pomme-poire. Et là, vous avez le plan de l'intervention avec donc une partie qui va concerner les variétés, une deuxième partie les porte-greffes, et un troisième point avec un petit focus sur la sélection de nouvelles variétés et plus spécifiquement orientée vers l'agriculture biologique. Voilà. Donc, vous avez toutes ces belles photos. Alors, vous savez qu'il y a des diversités extrêmement importantes au niveau du patrimoine génétique des variétés, notamment des variétés. Euh, et notre assortiment de variétés est légèrement différent de ce qui se fait en agriculture conventionnelle, bien que malheureusement la base génétique de la plupart des variétés cultivées actuellement reste quand même relativement étroite. Par contre, il est évident que le choix des variétés est d'autant plus important qu'on se trouve avec des moyennes de maîtrise des ravageurs par ailleurs qui sont relativement limités. Après, le facteur limitant au choix de variétés toutes plus tolérantes les unes que les autres, c'est quand même l'acceptation par le marché et par le consommateur. On peut, quelle que soit la variété la plus rustique possible, si personne ne veut la manger, on aura forcément un gros problème au niveau revenu du producteur. Donc, on est obligé de faire encore avec beaucoup, finalement, de variétés qui présentent des sensibilités encore trop élevées. Voilà. Alors là, vous avez les résultats de petits de sondages. Hein, ça n'a pas de valeur absolue. Voilà, c'est un sondage un peu aléatoire selon les pays sur les assortiments variétaux en fonction des pays. Bon, on voit quand même qu'il y a des variétés qui sont très demandées et connues par les consommateurs, qu'on retrouve beaucoup, comme Gala, Golden, Jonagold, Elstar. Ces quatre variétés-là, pour citer que cela, ne sont pas du tout des variétés rustiques. Elles ont évidemment des qualités, sinon elles n'auraient jamais été cultivées, mais au niveau rusticité, on peut faire mieux. Voilà. Mais c'est comme c'est ce que le consommateur demande et a l'habitude de voir. On se retrouve donc avec beaucoup de variétés. Donc là, il y a le diaporama a tendance à avancer un peu de manière intempestive. Voilà. Alors, les variétés sensibles, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, les variétés sensibles, on les trouve parce qu'elles ont quand même les qualités pour lesquelles elles ont été sélectionnées jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la qualité du fruit, la durée de conservation, des rendements importants et une demande du marché et des consommateurs sur ce type de caractéristiques du fruit. Pour la poire, on se retrouve avec des variétés beaucoup plus anciennes et on va avoir au niveau européen les deux variétés les plus cultivées. Donc, on va retrouver Conférence et William, donc des variétés qui datent du 19e siècle maintenant. Hein. Et puis, on a assez récemment une dynamique de plantation sur quelques variétés récentes de type Xenia. Et plus dans le sud de France, on va trouver Fred et Cutie qui ont une dynamique récente de plantation. Et puis, vous avez des variétés spécifiques à certaines régions ou à certains pays. Par exemple, le Guyot pour le sud de la France,
le sud-est de la France, Abbe-Fettel pour l'Italie, Abate-Fettel, et la Rocha pour le Portugal. Alors, vous avez certaines variétés qui sont nommées différemment selon les pays. Par exemple, la Boré-Bosque, qui est son nom d'origine en France, qui est appelée Bosque Flaschenbirn. Bon, je ne suis pas sûr de la prononciation. Hein. Je présente toutes mes excuses aux germanophones. Et Kaiser Alexander, c'est la même variété qui est appelée comme ça, notamment dans le sud Tyrol, donc en Italie du Nord, qui est une région qui a des liens germaniques. Voilà. Donc, on va trouver toute une série de variétés. Vous pouvez voir, il y a assez peu de variétés très récentes en poire. Par contre, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de diversité si on fait le tour de tous les pays. Alors, pour le choix de la variété, évidemment, on va avoir des questions de qualité du fruit, parce que c'est incontournable pour pouvoir les vendre, tout simplement, hein, pour que les consommateurs les consomment. Ensuite, évidemment, arrive immédiatement derrière, pour l'agriculture biologique, la sensibilité aux ravageurs et aux maladies. Un critère qui est important, je pense, notamment dans le sud de la France, au plus on a les températures qui montent, au plus on a de problèmes de chute de pré-récolte. C'est gênant d'être obligé de ramasser les fruits avant qu'ils soient mûrs pour ne pas les laisser tomber. Les phénomènes d'alternance sont aussi particulièrement importants pour avoir des productions relativement régulières. Et puis la conservation est évidemment un critère majeur pour pouvoir étaler la mise en marché sur une période suffisamment longue pour éviter les à-coups de commercialisation dans la filière. Et on peut trouver aussi en caractéristique supplémentaire la période de récolte. C'est quand même important pour le producteur d'avoir un étalement de la récolte des variétés pour des problèmes de gestion de main-d'œuvre. Il est toujours plus facile d'avoir un certain nombre de personnes sur une longue période plutôt qu'un grand nombre de personnes sur une période très courte, quoi. Et puis la vigueur de la variété peut intervenir aussi. Et la vigueur, c'est quelque chose qui peut être quand même maîtrisé ou modéré par le choix du porte-greffe. Alors, ensuite, pour ce qui est des porte-greffes, on va donc, comme vous le savez, je pense pour la plupart d'entre vous, là, les porte-greffes, toutes les variétés sont greffées sur des porte-greffes, comme leur nom l'indique. Alors, vous avez sur les photos des photos de pépinières avec différentes méthodes de greffage. Vous pouvez voir là du greffage qui a été fait sur place dans la photo de gauche, un greffage qui a été fait sous un milieu protégé dans la photo centrale. La petite photo centrale et une pépinière qui est en cours de développement sur le terrain. Et vous voyez sur la grande photo de droite l'association variété porte-greffe, où on a le point de greffe qui peut être, comme vous le voyez, il y a un renflement au niveau du point de greffe dans le cas de ce porte-greffe-là, qui est sûrement un type 9 probablement. Voilà. Alors, ce point de greffe, on verra qu'il peut avoir différents aspects en fonction de la combinaison variété porte-greffe. Alors là, vous avez sur la photo un porte-greffe récent, le G11, qui est originaire d'Amérique du Nord, donc c'est Geneva, Cornell Geneva, le numéro 11. Et vous avez le grand standard, le porte-greffe le plus utilisé pendant plusieurs décennies, voire plusieurs générations de vergers, qui est le M9. Qui est aussi utilisé de manière dominante en agriculture biologique, par copie tout simplement de ce qui se pratique en agriculture conventionnelle, et vu qu'il n'a pas été fait de création spécifiquement orientée vers l'agriculture biologique pour les porte-greffes. Alors, on va voir les aspects, les critères de sélection pour les porte-greffes. On va trouver la vigueur. Alors ça, c'est particulièrement marqué sur les fruits à pépins, la sélection pour la vigueur, parce qu'on a fruits à pépins, il y a toujours eu depuis très longtemps la volonté de maîtriser le gabarit des arbres pour des questions d'accès aux arbres, tout simplement, et de coûts de production. Ensuite, on va trouver les phénomènes, le porte-greffe influence l'alternance. Vous avez également la sensibilité aux ravageurs et aux maladies du système racinaire qui peut être important. Et puis, il y a dans le cas du poirier, le poirier qui peut être souvent greffé sur un cognacier.
Donc, les phénomènes de compatibilité avec la variété, parce qu'on se trouve avec un pyrrhus qui est greffé sur un sidonia. Donc, la compatibilité n'est pas quelque chose qui est automatique et qui va de soi. Donc, dans le choix des sélections de cognaciers, il y a eu un gros facteur compatibilité avec le poirier. Et ensuite, dans le rôle très important du porte-greffe, c'est quand même à l'origine quelque chose qui permet d'adapter une espèce à un sol qui n'est pas forcément idéal pour cette espèce-là dans certains cas. Alors, les caractéristiques supplémentaires qui peuvent être intéressantes, qui peuvent être importantes selon les situations, c'est l'adaptation aux conditions sèches, la sécheresse, mais ça peut être, bon, c'est en quelque sorte une adaptation aux conditions de sol. Les phénomènes d'ancrage, voilà, parce que nous sommes, pour beaucoup de porte-greffes, on est amené à faire un palissage, mais naturellement, les arbres n'avaient pas forcément besoin d'avoir l'assistance de piquets pour tenir debout. Et ensuite, la sensibilité au gel, qui est particulièrement marquée sur beaucoup de types de cognaciers utilisés en porte-greffe. Et c'est pour ça que vous avez sur la photo, la série de photos en haut de différents cultivars de porte-greffe cognaciers. Est illustrée ici la sélection de cognaciers Héline, qui est utilisée donc dans le nord de l'Europe, qu'on n'utilise pas du tout dans le sud, dans le sud, tout au moins dans le sud de la France. Et ce cognacier Héline a la caractéristique d'être beaucoup moins sensible aux dégâts de gel sur le porte-greffe. Voilà. Et donc, on va continuer avec les principaux, la description des principaux, une description très très rapide, très succincte des différents porte-greffes du pommier actuellement couramment disponibles. Donc, on va trouver le EM9 qui est la référence actuelle parce que c'est le plus utilisé de tous. Donc, il est un porte-greffe qu'on va dire, bon là vous l'avez annoncé faible, on va dire c'est semi-nanisant, avec une forte sensibilité au feu bactérien. Il faut savoir que le EM9 est en fait une sélection de Paradis-jaune de Metz qui a été introduit en Angleterre au début du XXe siècle et qui a été sélectionné par la station d'Ismaning, c'est pour ça que c'est le code c'est EM, et qui est revenu qui a été redistribué dans l'ensemble de l'Europe sous le numéro EM9. Voilà. Alors, son utilisation, c'est vraiment pour les vergers basse tige. Et sa caractéristique qui fait, c'est pour ça qu'on est obligé de le palisser et de le tutorer, c'est que ses racines sont cassantes. C'est pas forcément parce qu'il a un système racinaire qui explore moins bien que d'autres, mais c'est surtout parce que son système racinaire, ses racines sont cassantes. Et son bois aussi d'ailleurs, mais son bois, ça n'a pas de conséquences quand on l'utilise en porte-greffe. Ensuite, vous avez le CG11 d'apparition beaucoup plus récente pour un porte-greffe. C'est un petit jeune dans le monde des porte-greffes. Donc, qui est à peine plus vigoureux que le groupe des EM9, qui a été sélectionné pour sa rusticité, notamment au feu bactérien, mais pas uniquement. Donc, il est issu d'Amérique du Nord et il est aussi destiné aux vergers basse tige et il a, vu que dans sa génétique d'origine, il y a du EM9, il a également les racines cassantes. Voilà. Donc, palissage obligatoire de la même façon. Ensuite, on retrouve le EM26 qui a à peu près le même âge que le EM9, qui lui est issu par contre d'un croisement réalisé au Royaume-Uni, qui est très proche du EM9, mais qu'on va utiliser toujours dans des vergers basse tige. Et il a la même caractéristique que le 9 avec racines cassantes, donc palissage obligatoire. Et alors quand je dis palissage obligatoire pour ces trois porte-greffes précédents, c'est toute la vie du verger, c'est pas uniquement quand l'arbre est jeune. Ensuite, on va trouver des porte-greffes qu'on appelle semi-vigoureux, qui sont nettement plus imposants que les trois précédents. On va retrouver là les MM 106 ou 116. Alors, je précise MM parce que tous les MM sont en fait une sélection de porte-greffes qui ont été créés pour la résistance ou la tolérance au puceron lanigère. Voilà. Sachant que cette résistance ou cette tolérance au puceron lanigère n'est pas conférée à la variété. C'est simplement que le puceron lanigère ne va pas normalement se réfugier sur le collet, sur le porte-greffe de l'arbre au ras du sol.
Donc, on retrouve une sensibilité au feu bactérien qui est moyenne. Et ce sont un type de vigueur qui est adapté aux vergers plutôt demi-tige, ce qui empêche qu'on les trouve parfois sur des basses tiges également. C'est rare de les trouver pour faire du haute tige. C'est un peu de vigueur insuffisante pour faire vraiment du haute tige. Ensuite, on retrouve le M7, donc Ismaling 7, qui est issu de la même génération que le M9, mais donc avec une vigueur plus élevée, du type 106, et avec des sensibilités au feu bactérien qu'on retrouve moyennes comme les deux précédents. Et tout étant du même type de vigueur que le 106 ou le 116, on se retrouve avec donc, du verger demi-tige, éventuellement à la rigueur basse tige, mais rarement du haute tige. Et pour le petit historique, là, comme pour le M9, c'est une sélection de doucins verts introduit de France en Angleterre, qui nous est revenu au niveau européen sous le code, nom de code EM7. Voilà. Donc, vous avez ce panel de porte-greffe qui représente à peu près ce qui est de disponible actuellement en Europe et plus particulièrement en France. Voilà. Sachant que la différence entre le 106 et le 116, c'est que le 116 est une sélection qui permet de ne pas avoir la sensibilité au phytophthora du 106, puisque le 106 est extrêmement sensible au phytophthora. Donc, on va passer à la diapo suivante. Ensuite, on retrouve la même chose pour les porte-greffes du poirier, le même principe. Et on retrouve la comparaison avec un semis de poirier. Donc là, c'est des arbres monumentaux, dans le cas du semis de poirier. Et on va trouver donc toute une série, vous voyez là, il y a 5 porte-greffes de type cognacier qui sont généralement utilisés dans le nord de la France et le nord de l'Europe. Et vous voyez la description. Bon, le cognacier Héline étant encore relativement récent, on n'a pas forcément toutes les infos sur ses tolérances, sa tolérance. Après, il serait surprenant qu'il ait des tolérances supérieures aux autres cognaciers au niveau du calcaire ou du manque d'eau, quoi. Voilà. Alors, on retrouve le cognacier C aussi, donc qui est le plus faible des cognaciers couramment commercialisés, tout au moins en France. Ensuite, on va retrouver le cognacier Adams, avec là aussi une introduction d'origine française qui a été effectuée par le Royaume-Uni au début du XXe siècle. Donc, on retrouve vous avez toute une série de cognaciers, les 4 premières lignes, qui se retrouvent pour des vergers basse tige et qui tolèrent difficilement le calcaire ou la sécheresse. Voilà. Ensuite, vous aviez le cognacier BAV9, qui est intéressant parce que bon, on retrouve déjà une vigueur plus élevée. C'est une sélection de l'INRA Angers qui est destinée aux vergers basse tige ou demi-tige, qui est le cognacier qui présente la meilleure compatibilité avec la plupart des variétés de poiriers et qui présente aussi le niveau pour les cognaciers de tolérance maximale au calcaire et à la sécheresse. Voilà. Mais qui n'atteint pas de toute façon le niveau de tolérance pour ces facteurs-là des Pyrrhus communis. Alors les 2 Pyrrhus communis que nous avons en dessous, on trouve donc le Pyriam qui est une sélection INRA. Et donc ça, c'est des types de vigueur, comme vous le voyez dans les pourcentages qui sont mentionnés. On va avoir des choses qui sont faites qui peuvent être utilisées pour faire du basse tige ou du demi-tige. Voilà. Et le OHF 87, qui est originaire d'Amérique du Nord, on peut s'envisager parfois pour faire des hautes tiges, éventuellement pour de la poire à poirer. C'est quelque chose qui est fait en Normandie, par exemple. Voilà. Le OHF 87 étant légèrement sur arbre adulte, légèrement plus vigoureux que du Pyriam. Et il semble aussi légèrement plus rustique que du Pyriam dans le cas pour l'OHF 87. Voilà. Alors, le facteur compatibilité est particulièrement important dans le cas des porte-greffes de poirier parce qu'on a des phénomènes on sait, donc je vous ai déjà évoqué le phénomène de la compatibilité du poirier greffé sur cognacier. Et cette compatibilité est d'autant plus difficile qu'on va se trouver
dans des situations où on va avoir des conditions pédoclimatiques qui sont défavorables à cette compatibilité. C'est-à-dire, au plus vous avez un climat sec, au plus vous avez des sols calcaires, au plus le climat est chaud également, et au plus vous avez potentiellement des problèmes de compatibilité. C'est pour ça que, pour citer un exemple, vous avez la variété William, qui est greffée sans problème sur des types cognaciers sur des types cognaciers dans le Val-de-Loire, par exemple, et qui, par contre, pose de gros problèmes de compatibilité quand on les greffe sur cognaciers dans le sud-est de la France. Donc, on a vraiment un choix de porte-greffe qui va varier en fonction des variétés et des conditions pédoclimatiques. Alors, voilà, donc c'est pour ça que vous avez les conditions particulières de votre site sont particulièrement importantes pour le choix des porte-greffes. Et vous avez pour ça, évidemment, les remontées des collègues qui ont déjà planté l'espèce que vous envisagez, et puis aussi des techniciens régionaux qui sont normalement au courant de tout des particularités locales. Alors, dans les nouvelles variétés, il y a eu beaucoup de créations variétales depuis plusieurs décennies sur la création de variétés résistantes, avec notamment était particulièrement ciblée la résistance à la tavelure. Là, au niveau vous avez une définition la différence est une variété résistante et une variété tolérante. C'est-à-dire que les variétés résistantes sont définies, comme vous pouvez le lire, par la présence de gènes de résistance. Alors, il peut y avoir un seul gène, il peut y en avoir plusieurs. Avec donc, vu que c'est une résistance relativement simple, entre guillemets, le risque de contournement est plus rapide que pour une variété tolérante qui va se trouver avec une combinaison de gènes plus ou moins complexes qui permettent d'avoir une tolérance. Sachant qu'une tolérance, ça veut dire que la maladie peut apparaître, peut être présente, mais ça ne pose pas de problème réel à la variété. Voilà. Donc, on a des phénomènes qui sont, à court terme, les variétés résistantes sont intéressantes, mais avec le risque qu'elles soient très rapidement contournées. Sauf si, après, il peut exister des variétés, théoriquement, on peut avoir des variétés qui combinent à la fois des gènes de résistance simples combinés à une combinaison de gènes par ailleurs qui la rendent tolérante même lorsque le gène de résistance est contourné. Ça, c'est particulièrement marqué sur le pommier, parce qu'en fait, un poirier, comme on a vu ce matin en parlant de la tavelure du poirier, dans le cas de poirier, il n'y a pas de gènes réels de résistance qui ont été identifiés, contrairement au pommier. Alors, comme je vous l'ai déjà suggéré au début de la présentation, les parents des variétés actuellement disponibles sont peu diversifiés. On retrouve pratiquement dans toutes les variétés, y compris les tolérantes, on va retrouver des gènes de golden, de rouge américain, ce qu'on appelait les Red Delicious, enfin les rouges américaines. On va retrouver aussi de l'Elstar. On va retrouver beaucoup de variétés qu'on connaît déjà et assez peu de variétés de génétiques différentes. La seule génétique qui a été apportée, c'est la génétique qui était liée au gène de résistance, c'est-à-dire le gène VF. Voilà. Donc après, il y a les nouvelles sélections. Les sélections les plus récentes essayent de combiner des origines de résistance ou de tolérance qui sont beaucoup plus diversifiées que tout ce qui gravite autour du gène VF. Voilà. Sachant que la sélection d'une variété tolérante est un peu plus compliquée que la sélection d'une variété résistante parce qu'une variété tolérante en test de labo peut exprimer par exemple la tavelure.
Et donc, il devient difficile de faire une sélection, de faire un tri par réponse oui/non à la présence de tavelure, contrairement à une variété résistante avec un gène bien identifié. Alors, ces nouvelles actions de sélection pourraient être amplifiées par de la sélection participative. Généralement, quand on dit sélection participative, c'est beaucoup plus local. Et elle devrait permettre de sélectionner des variétés, non pas vouloir sortir la variété qui va bien partout en Europe et partout dans le monde, vraiment sélectionner des variétés qui ont des adaptations plus locales dans des bassins de production relativement importants, ce qui permettrait de ne pas avoir les mêmes variétés qui arrivent de tous les coins du monde au même moment sur le marché. Par contre, les choses sont beaucoup moins avancées sur le poirier. Le poirier, comme je vous l'ai écrit, dans l'ombre du pommier. Alors, on peut le comprendre parce que le poirier est quand même, la poire est quand même un fruit qui se consomme globalement, statistiquement, beaucoup moins que la pomme, qui prend beaucoup moins de place dans les rayons. Et en plus, la création variétale en poirier est beaucoup plus longue que celle du pommier. Tout simplement parce que la phase juvénile du poirier peut être extrêmement longue. On peut facilement attendre 10 ans avant de voir le premier fruit ou même la première fleur. Alors, bon, on en retombe quand même quand on cherche donc cette fameuse rusticité miracle qui nous permettrait de cultiver plus facilement et surtout avec moins d'intrants et d'interventions phytosanitaires. Il reste quand même la question de l'acceptation par la chaîne, par le circuit commercial, qui est d'autant plus difficile et d'autant plus un boulot d'étranglement qu'on se trouve sur du circuit long. Parce que tout simplement, au plus le circuit est long et au plus il est difficile d'expliquer aux consommateurs pourquoi cette variété présente un intérêt et pourquoi elle n'est pas jolie, mais elle est bonne. Et donc, ils peuvent commencer à la consommer. Donc, on a beaucoup de boulot à faire pour avoir à la fois des variétés qui sont acceptables par le consommateur, diversifiées selon les régions de production et adaptées aussi à tous les circuits commerciaux qui peuvent exister sur le territoire européen. Voilà. Donc, ensuite, vous avez, juste pour veiller à rendre à César ce qui est à César, vous avez un site là où vous avez trouvé plein d'icônes de fruits. Ça vient pour trouver les sources des informations. Voilà. Donc, merci de votre attention et je vais laisser la place aux questions maintenant que François va centraliser. Ouais, merci Gilles. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Alors c'est rapide, comme dit Gilles, c'est un peu obligé de survoler pour faire un panorama un peu général. Donc il y a peut-être des informations sûrement que vous n'avez pas pour votre propre situation. Donc j'ai regroupé les questions qu'on a reçues actuellement. Donc je vais les prendre chronologiquement parce qu'il n'y en a pas encore énormément. Donc, y a-t-il un porte-greffe pommier ou poirier qui soit plus recommandé qu'un autre pour une taille en gobelet? Disons, habituellement, pour une taille en gobelet, on va généralement prendre, parce que qui dit gobelet, généralement, on va pas forcément, on ne met pas de palissage. Je pense que c'est ce cas-là. Il faut me corriger si jamais je me trompe. Donc, du coup, il faut forcément un porte-greffe qui a un certain ancrage. Et donc, du coup, on va retomber dans le cas du pommier, on va tomber sur le 106, le 116 ou le 7, dont je vous ai parlé. Et sur le poirier, on va avoir, bon, alors selon les situations, le BA29, selon la zone où on est, si on peut utiliser des cognaciers, le BA29 a un très bon ancrage, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Après, les frans de poirier aussi ont un très bon ancrage. Les deux frans de poirier présentés, le Pyriam et le HF87.
Et après, généralement, les autres, les cognaciers d'Angers, le cognacier A, le cognacier Adams, le Sido, je ne suis pas tout à fait sûr de leur ancrage quand on est peut-être taillé un gobelet assez sévère monté au sécateur. Peut-être que ça peut avoir un ancrage suffisant, mais bon, voilà. Je ne m'avancerai pas à 100% sur cette piste-là. Ok, merci. Quand tu as parlé des critères de sélection des porte-greffes, tu as mis l'alternance comme critère important pour les porte-greffes. Et est-ce que tu fais une différence avec le critère d'alternance pour la variété? C'est-à-dire, Euh, non, c'est la même caractéristique. Enfin, l'alternance, le mot a le même sens qu'on l'utilise pour le porte-greffe ou pour la variété. C'est simplement que généralement, quand on a une vigueur mal maîtrisée, on a tendance à avoir plus d'alternance. L'alternance est généralement due à une vigueur mal maîtrisée. Et après, il y a le gros. C'est sûr que la variété, on sait qu'il y a des variétés très alternantes, comme Fuji, comme Render et Net. Enfin, il y a des variétés très alternantes. Et c'est vrai que le critère variété est dominant sur le critère porte-greffe. Mais le porte-greffe intervient aussi sur le phénomène d'alternance, mais plus à mon avis, plus par l'intermédiaire de la vigueur qui peut être généralement excessive, voire dans certains cas trop faible, qui fait que l'arbre s'épuise. Mais c'est généralement par vigueur excessive pour le rôle du porte-greffe. merci. On a eu la question aussi, à savoir pourquoi on ne fait pas de semis finalement si la vigueur était optimale ou recherchée. Est-ce que tu as un avis sur le semis? Alors, utiliser alors, il y a deux porte-greffes bon, qui n'ont pas été présentés là parce que très peu utilisés, sauf pour faire vraiment du très haute tige, du haute tige. C'est le franc de pommier, c'est-à-dire un porte-greffe issu de semis que vous pouvez acheter à certains pépiniéristes qui les produisent, ou aussi le porte-greffe poirier, le franc de semis qui est le Kirschenstaller. C'est un franc de semis, mais qui fait des monuments. Mais ça fait un arbre magnifique, hein, il y a pas de. Mais actuellement, un porte-greffe de semis, que ce soit un pommier ou un poirier, on ne sait pas faire des petits arbres avec, quoi. Des arbres à taille. Maintenant, si vous voulez faire vraiment du haute tige, oui, on peut tout à fait partir avec. Enfin, dans le cas du poirier, c'est du très haute tige. Mais dans ce cas-là, si le gabarit de l'arbre n'est pas un facteur limitant pour vous, vous pouvez tout à fait utiliser des porte-greffes issus de semis. Merci. Alors, il y avait une question sur les tolérances des porte-greffes virus. Je pense que ça a été un peu présenté dans le diaporama. Une question sur des exemples de projets de sélection participative en France. Tu veux que je réponde? Oui, oui, François, tu t'es plus investi sur la sélection participative que moi, donc du coup. Investi, c'est beaucoup dire, mais disons qu'en arboriculture, comme l'a dit Gilles, on est sur des espèces donc pérennes où la multiplication et l'hybridation sont assez longues et lourdes. Donc, il y a peu d'initiatives par rapport à ce dont vous avez peut-être entendu parler en espèces potagères ou céréalières. L'expérience la plus avancée, à mon sens, c'est celle de Nova Fruits qui se tient entre la Belgique et les Hauts-de-France, donc qui est menée par l'Université de Gembloux et le Conservatoire des ressources génétiques des Hauts-de-France. Donc, je vous invite à faire des recherches sur le projet Nova Fruits, donc où des arboriculteurs des Hauts-de-France et de Normandie aussi d'ailleurs sont impliqués dans les croisements qui sont faits de géniteurs et dans l'observation dans leurs propres conditions de ces variétés. Donc, c'est des démarches qui prennent du temps, qui demandent un investissement des producteurs et qui sont en général difficiles à financer par la puissance publique, on va dire.
Il y a une démarche un peu balbutiante dans le sud-ouest qui s'appelle Biofruits Sud, qui essaye de regrouper justement un certain nombre d'arboriculteurs et de conseillers pour développer un peu la même démarche dans le sud-ouest. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont dans le sud-ouest, qui sont déjà engagés dans la production et qui ont envie de lancer une sélection participative, enfin de rejoindre une sélection participative, n'hésitez pas à nous recontacter pour qu'on vous mette en lien. Voilà. Après, il y a d'autres expériences en Europe, mais bon, je ne pourrais pas faire forcément le tour. Mais l'expérience de Nova Fruit en France et en Belgique reste assez exemplaire, quoi. Et il y a déjà des variétés qui sont sorties sur le marché et qui répondent au marché de la bio pour du circuit court, quoi. J'ai une question sur les nouvelles variétés de pommes et de poires adaptées à la bio. Donc, tu en as déjà un peu parlé. Est-ce que il y a d'autres éléments, variétés sur des nouveaux matériels? Je pense avoir tout dit. Oui, ben, tout se citer des noms de variétés. Disons que après, c'est vrai que justement, le programme Nova Fruit a vraiment, on peut dire que c'est les résultats de Nova Fruit. Bon, pour le moment, ils ont sorti une variété. J'ai le nom de code en tête, mais j'ai plus le nom. Coccinelle. Oui, Coccinelle, voilà. Donc, comme son nom l'indique, il y a de la coque orange dedans. À part cette variété-là qui a vraiment été créée, et puis ils en ont d'autres, je crois, qui doivent suivre, mais je n'ai pas tout suivi. Après, le problème des autres variétés vous avez toute une série de variétés qui sont sorties récemment, là, de type toute la série des variétés très rouges, d'aspect très plastique, nickel chrome, qui sont sorties là, les Manly, Story, etc. Ce sont des variétés qui sont intéressantes, qui sont au niveau agronomique très intéressantes. Après, sur la réelle rusticité globale de ces variétés-là, c'est un peu plus difficile. Voilà, faut laisser vieillir pour voir un peu ce que ça donne. Disons, au niveau du grappe, on avait sélectionné la variété Garance vraiment pour du circuit court, parce que c'est une variété qui a un aspect de fruit très rustique qui, à notre avis, ne correspond pas aux demandes des circuits longs. Mais bon, c'est pas. Après, chacun voit en fonction de son débouché. Sachant que c'est quand même une variété porteuse du gène VF qui est potentiellement contournable. Voilà. Après, elle a d'autres rusticités ailleurs, notamment pour l'anthracnose, l'oïdium, etc. Mais pour la tavelure, on pense que sa résistance risque de ne pas être très durable. Mais ça serait à vérifier. On n'a jamais eu de retour d'infos au contraire pour le moment. Voilà. Donc, disons que c'est vrai que dans les catalogues de pépiniéristes, vous allez trouver des variétés dans la catégorie résistante tavelure. Mais le simple fait de dire résistance tavelure, ça ne veut pas dire forcément rusticité, quoi. Non, puisque il y a certaines variétés qui sont résistantes aux tavelures, mais qui sont très sensibles aux glosporioses, très sensibles par ailleurs, très sensibles à l'oïdium, ou très sensibles aux pucerons cendrés, enfin bon, etc., quoi. Ça fait la rusticité globale. Et voilà. Par exemple, sur une variété ancienne, pour donner un exemple, vous avez Melrose qui est résistante à rien, qui est peu sensible à tout, quoi. Voilà. Et c'est la même chose pour le porte-greffe M7. Il est résistant à rien, il est peu sensible à tout. Voilà. Donc, une rusticité globale, c'est plus quelque chose comme ça que vraiment des résistances génétiques sur un seul gène, quoi, ou deux gènes. Voilà. Après, dans les variétés rustiques, vous avez également, par exemple, et qui ne sont pas des variétés forcément porteuses du gène VF, c'est la variété pilote, par exemple, voilà, mais qui a quand même une certaine sensibilité au puceron cendré. Mais pilote a un très bon comportement à la tavelure, mais sans avoir le gène VF, par exemple, quoi. Voilà. Et après, c'est une variété qui a aussi qui peut avoir d'autres défauts, hein. Et après, vous avez l'effet terroir, hein. Par exemple, la variété Pinova, qui dans le sud de la France est considérée presque comme une tolérante tablure, et en Belgique, elle est considérée comme une très sensible tablure.
Donc, vous avez vraiment des adaptations locales à faire. Bon, le plus gros inconvénient de Pinova, c'est que c'est une très très forte sensibilité aux gléosporioses en conservation. Donc, c'est un peu ça le plus gros facteur limitant. Voilà pour les exemples qu'on peut citer. J'ai un peu d'expérience aussi sur la résistance des porte-greffes vis-à-vis du campagnol, ou la tolérance, on va dire. Reste sujet. Alors, donc on a fait des manipogrammes sur les tolérances des porte-greffes au campagnol. Alors, la sensibilité des EM9 est bien connue. Alors, c'est une sensibilité qui est liée au fait que c'est un porte-greffe faible et au fait qu'il est appétant. Donc, on cumule deux facteurs défavorables. Après, vous trouvez par exemple les porte-greffes plus vigoureux de type 106 ou 116, que j'ai eu en observation aussi. On va trouver aussi une appétence qui est équivalente au M9. Par contre, comme ils sont beaucoup plus vigoureux, ils vont supporter mieux l'impact des campagnols. Alors, il y a eu un porte-greffe expérimental, mais de niveau de vigueur très élevé, qui est un porte-greffe qui est le ressorti le moins sensible de tous les essais. Mais là, ce porte-greffe-là, il n'est pas commercialisé parce qu'il a probablement d'autres défauts par ailleurs. Et dans ce qui est actuellement disponible, le meilleur comportement que j'ai pu trouver dans les porte-greffes disponibles, c'est le EM7, qui n'est pas résistant, qui n'est pas tolérant, il est simplement moins sensible que les autres. Ce qui veut dire que si les autres porte-greffes côtoient le EM7, ils seront mangés avant, et le EM7 en dernier, mais il finira quand même par être mangé si la pression de campagnol est trop forte. Voilà. Donc ça, c'est pour les aspects campagnol. Après, alors, les expérimentations que nous avons pu faire à Avignon sur le campagnol, sur les porte-greffes, c'est avec le campagnol provençal. Je suis pas capable de vous dire si le campagnol des champs et le campagnol terrestre auront exactement le même comportement que le campagnol provençal vis-à-vis de l'appétence aux différents porte-greffes. Voilà. On a tendance à faire l'extension aux autres campagnols, mais bon, j'aurais de la peine à vous garantir que ce soit une réalité, quoi. Voilà. Après, sur les poiriers, généralement, le poirier est beaucoup moins sensible que le pommier et que le cerisier aussi, parce que le cerisier aussi est extrêmement sensible. Mais dans le cas du poirier, c'est moins sensible que le pommier. Et le cognacier, les racines de cognacier sont aussi moins sensibles que les racines de pyrrhus. Par contre, j'ai entendu il y a quelques années le cas de vergers de cognacier, de vergers de poiriers greffés sur cognacier en Belgique qui avaient été totalement décimés par des attaques de campagnols terrestres. Donc là aussi, c'est pas une résistance absolue, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que les racines de cognacier font partie des espèces les moins sensibles au campagnol, mais c'est absolument pas une garantie, hein. Voilà. On est toujours dans la notion de choix. Le campagnol, il va toujours aller manger ce qu'il préfère et ce qui est le plus facilement accessible. Voilà. Quand il n'y a plus qu'une seule chose à manger, à mon avis, il n'y a pas grand-chose qui va résister, quoi. Voilà pour ce qui est ce que je peux dire sur le campagnol. Je parlais du grillage. Protection supplémentaire. Bon, après, nous avons fait des essais de grillage, de grillage à la plantation pour essayer de protéger le démarrage des arbres et protéger le pivot, enfin, vraiment que les campagnols ne puissent pas accéder jusqu'au ras de l'origine du système racinaire de l'arbre. Bon, ça marche, hein, mais ça pénalise les arbres pendant les premières années, tant que les racines ne sont pas très grosses, tout se passe normalement. Après, il y a quelques années, quand les racines sont contraintes par le grillage, il y a un effet dépressif. Et ensuite, au-delà d'un certain âge, l'arbre prend le dessus et il n'y a plus de problème, quoi. Voilà.
Donc, c'est pas la pose de grillage est efficace contre le campagnol. Je me parle bien d'une chaussette qui est faite arbre par arbre. Par contre, c'est quand même réservé à des situations de pression particulièrement élevées, quoi. Voilà. Alors, juste un point que je voudrais rajouter, nous avons eu deux clones de CG, dont le CG11 dans l'essai vis-à-vis du campagnol. Alors, on a vu que les CG, j'ai remarqué lors d'observation de racines, les CG étaient mordus, mais apparemment les morsures n'allaient pas jusqu'au cambium, c'est-à-dire que l'écorce n'était pas totalement raclée jusqu'au bois. Donc, il y aurait peut-être une appétence limitée des CG vis-à-vis du campagnol. Mais je ne me risquerais pas plus loin que ça. Ça serait à vérifier. Donc, il serait peut-être quand même, à minima, on peut dire qu'il serait plutôt moins sensible que les types M9 les plus classiques, quoi. Voilà. Mais ça serait quand même à vérifier. Alors, cette hypothèse est pourrait peut-être s'expliquer par la génétique des CG, où il y a souvent le Robusta 5 dans les parents. Le Robusta 5 étant présentant une tolérance vis-à-vis des campagnols, quoi. Voilà. Mais c'est une hypothèse, hein, c'est pas pour ça qu'il vous faut planter des CG et ne absolument rien faire contre le campagnol si jamais c'est une problématique dans votre situation. Une autre question, est-ce qu'on a une idée plus ou moins affinée de la zone de protection en largeur et en profondeur des racines suivant la vigueur du porte-greffe? Et vu les sécheresses à venir, est-ce qu'on n'a pas intérêt à privilégier les porte-greffes plus forts? Alors, c'est ce qu'on peut se dire en première intention. Disons que moi, je me limiterai à éviter les porte-greffes les plus faibles. Par exemple, si on a peur de la sécheresse, c'est sûr que personnellement, je ne planterai pas sur Cognaciaceae, par exemple, quoi. Voilà, bon. C'est un exemple que je donne. Maintenant, il ne faut pas non plus à l'inverse croire que au plus le porte-greffe est vigoureux et au mieux il va se comporter face à la sécheresse. On a eu exactement le contraire dans un essai qu'on a fait de comportement des porte-greffes du pommier face à la restriction hydrique, où le porte-greffe le plus vigoureux, qui dans ce cas-là était le MM109, qui a une vigueur théorique proche d'un franc, c'était le plus pénalisé par la restriction en eau qu'on a pu pratiquer pendant l'essai, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'était le plus vigoureux en irrigation normale et c'était le plus faible pendant 7 ou 8 ans. C'était comme ça. Ça a été le plus faible en conditions de restriction hydrique, même par rapport à un porte-greffe semi-nanisant. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'un porte-greffe est plus vigoureux, il est forcément plus rustique, quoi. Voilà. C'est pas si simple que ça. Donc, et après, les porte-greffes les plus vigoureux ne sont pas forcément ceux qui vont aller le plus profond au niveau de l'enracinement. Les porte-greffes les plus vigoureux ont tendance à faire les plus grosses racines, mais elles peuvent rester tout à fait horizontales, quoi. Voilà. Donc, après, pour l'approfondissement du système racinaire, il faut quand même savoir que tous nos porte-greffes là, dont on vient de parler, qui étaient dans le tableau, sont tous des porte-greffes de multiplication végétative. Et le type de développement d'un système de ce type de multiplication, généralement, c'est un système de développement horizontal, à dominante fortement horizontale. Mais c'est lié au mode de multiplication. Pour retrouver vraiment un pivot, il faut retourner vers des types semis. Mais c'est beaucoup plus difficile On a entamé des expérimentations au gramme, mais là, on est on est en fin de première année de l'expérimentation. C'est difficile d'annoncer des résultats à ce niveau-là. Après, déjà, ce qu'on peut déjà dire, c'est que la façon dont on prépare le sol avant plantation, pour favoriser l'enracinement profond des arbres que l'on va planter, c'est vraiment la préparation du sol avant, et notamment l'utilisation d'un engrais vert qui va permettre d'approfondir la profondeur de sol exploitable. Il faut faire déjà
préformer des canaux privilégiés de descente verticale des racines de nos arbres, quoi. Voilà. Au-delà du choix du porte-greffe. Est-ce que tu as une expérience du greffage de pommiers sur certains alisiers? Personnellement, pas du tout. Retour d'expérience? Non, j'ai aucune info là-dessus. Des avis sur porte-greffe CG, CG11, CG202 qui commencent à être un peu diffusés? Disons que dans l'essai Campagnol dont je vous ai parlé, où je vous ai donné des infos sur les CG, c'était le CG11 et le CG202. La particularité, c'est que le CG202, on s'est trouvé avec... nous avons volontairement, par rapport au Campagnol, nous avons évité de travailler, de déranger le campagnol au plus près de l'arbre, donc il y avait forcément de l'herbe au pied des arbres. Et le CG202 n'a pas du tout aimé ce type d'entretien. Voilà, c'est-à-dire que c'est un porte-greffe qui semble avoir besoin d'un niveau d'entretien. On ne peut pas trop se louper sur l'entretien, quoi. Voilà. Il est pas, donc sur cet aspect-là, il n'est pas très rustique. Voilà. Alors que le CG11, il y avait eu moins de problèmes de ce niveau-là, quoi. Voilà. Mais voilà, mais l'observation du comportement vis-à-vis du campagnol était le même sur le 202 et le 11, quoi. Mais il y avait une rusticité apparemment inférieure dans le cas du 202, quoi. Voilà. Plus exigeant en entretien pour le 202. Et on arrive sur les dernières minutes de cette session, de ce module, et sur les dernières questions. Est-ce que tu as un avis sur les mélanges variétaux pour un même verger? Quels sont les atouts et les limites? Bon, on en a parlé un peu ce matin des mélanges variétaux. Alors là, quand j'entends mélange variétaux, c'est soit, disons qu'on va prendre le cas maximal, c'est-à-dire qu'on, dans une même rangée, un arbre sur deux, on alterne les variétés, ce type de choses-là, au moins deux variétés. Et donc, on va redire ce qu'on avait dit ce matin, mais ce n'est à envisager que en mélangeant une variété, en imbriquant une variété qui a une tolérance ou une résistance avec une variété peu sensible. Il ne faut pas mélanger une variété il ne faut pas croire qu'une variété très sensible, on peut, en mélangeant avec une autre, résoudre le problème. On risque juste de faire apparaître un contournement de résistance sur la variété qui est tolérante ou résistante, quoi. Voilà. Donc, voilà. Il faut quand même, les mélanges ne peuvent se faire qu'avec des variétés qui ont déjà un certain niveau de tolérance aux ravageurs ou à la maladie visée, quoi. Voilà. Sachant qu'il est difficile de trouver beaucoup de variétés qui ont des niveaux de tolérance suffisants à l'ensemble des bioagresseurs potentiels. Après, c'est pas une organisation de traitement. Voilà, bon, après, là, je passe sous silence les aspects, comment on fait ensuite pour l'organisation des chantiers de récolte, des chantiers d'éclaircissage, des chantiers, enfin, tout ce qu'on a, des éventuels traitements, voilà. Bon, je pense que déjà, ces mélanges intimes comme ça peut se concevoir pratiquement que sur des vergers où on va pratiquement pas faire de traitement phytosanitaire, hein, pourquoi pas, mais. Ou alors, il faut faire des mélanges, mais qui sont des mélanges d'arbres de taille plus imposante et qui sont séparés, quoi. Voilà, à ce moment-là, on peut envisager de faire des traitements arbre par arbre, mais disons qu'on sort du système standard d'arboriculture fruitière commerciale telle qu'elle est dominante actuellement. Ça se fait en cidre. En cidre, ça peut s'envisager éventuellement. Oui. Une question sur la différence entre le cognacier d'Angers et le cognacier de Provence. Bon, c'est toujours du Sidonia oblonga, c'est toujours du cognacier, mais il y a des sous-types ou je ne sais plus le nom précis au niveau botanique,
Mais il y a des sous-types à l'intérieur du cognacier, et surtout que le cognacier de Provence, c'est plus ce groupe de cognaciers que l'on va distinguer par des caractéristiques de feuillage ou de rameaux. C'est un groupe de cognaciers, des sortes ce sont des écotypes en fait. Ce sont des groupes de cognaciers qui ont tendance à être plus tolérants à la chaleur, au calcaire et à la sécheresse, quoi. Voilà. Mais c'est des classifications à l'intérieur de l'espèce cognacier. On peut dire que c'est des écotypes qui ont été sélectionnés. Voilà. Bon, on trouve les cognaciers d'Angers, on trouve les cognaciers de Provence, et puis on trouve aussi les cognaciers, par exemple, de Palestine. Mais je crois qu'il y a au total 7 types de cognaciers différents. Je ne me souviens plus précisément combien, quoi. Et je crois qu'il nous reste une question sur un tableau de compatibilité du poirier greffé sur cognacier. Est-ce que tu as connaissance d'un tableau qui présenterait les variétés plus compatibles? Alors, généralement, quand on a des présentations de variétés de poires, généralement, il doit y avoir, si c'est enfin, je pense que ça devrait être obligatoire. On devrait avoir une idée, un renseignement donné sur la compatibilité sur les cognaciers. Et sachant que de toute façon, cette compatibilité, il faudrait la moduler en fonction de la zone prévue des conditions pédoclimatiques de la plantation, quoi. Voilà. Donc, en fait, actuellement, dans le sud-est de la France, il est très rare qu'on conseille des plantations sur cognacier. En clair, l'immense majorité des préconisations actuellement dans le sud-est de la France, c'est sur un des deux francs clonés qui vous ont été présentés tout à l'heure. Après, je pense qu'aux Pays-Bas, par exemple, ils sont presque à 100% sur le greffage, toujours sur cognac, quoi, par exemple. Eh bien, je crois qu'on arrive au bout de la liste des questions. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. S'il y a une question brûlante, on peut encore la prendre. Sinon, il sera 15 heures et je pense qu'on aura tenu nos horaires. On vous remercie tous. On vous donne rendez-vous demain matin pour une session sur la biodiversité fonctionnelle en verger et jeudi pour la journée sur les fruits à noyaux avec bioagresseur le matin et matériel végétal l'après-midi. Voilà, en espérant que vous avez pu apprendre plein de choses. Et peut-être à demain ou jeudi. Au revoir. Au revoir.